Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Cadors de Monzinc. Aujourd'hui, on se situe en fait dans le vignoble de Cahors. On est situé à 350 mètres d'altitude. On est sur la partie la plus sud du vignoble et on va rencontrer Emmanuel Rybinski. On se situe au Clos Trotte-Ligotte. C'est une superficie de 15 hectares et il va nous l'expliquer extraordinairement bien. On va avoir une richesse géologique particulière, puisqu'ici on est situé à la lisière en fait entre le Quercy blanc et l'appellation Cahors. Vous allez avoir du stampien, du sidérolitique et du chiméridien. Voilà, j'ai à cœur de vous le présenter parce que c'est un ami de longue date et on va passer un excellent moment. Allez! Salut! Comment tu vas? Bien et toi? Super! Bon, il fait beau chez toi, dis? Eh bien, il fait un peu chaud, hein? On se croirait presque en été là. Déjà. Ouais. Ça arrive, ça fait du bien. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une petite visite du chai? Bien sûr. Eh bien, allez. Bienvenue au Clos Trotte-Ligotte. Merci, monsieur Rybinski. Notre salle d'accueil. Le cas où. Au cas où. Au cas où? Ouais. Ouais. Donc là, on peut grignoter et faire la dégustation en fait. C'est là ça, ouais. Ouais. Grignotage, casse-croûte, soirée à thème, location, entreprise, association, tout ça. Atelier culinaire, yoga, sonothérapie. Et en été, il y a ce que j'ai vécu avec toi déjà, là, La les vie- contes astronomiques. Ouais, les vignes étoilées, soirée vignes étoilées, ouais. Ça, c'est magnifique, Ouais. ça. C'est chouette. Avec des astronomes, on regarde dans les bois, avec des télescopes, on regarde les planètes et les constellations, etc. etc. C'est histoire beau. d'introduire la biodynamie et tout le travail qu'on fait, quoi. Donc voilà, notre chai de vinification. Donc un chai semi-enterré, donc c'est température super régulée, on reste assez stable. Ça ne monte pas en chaleur l'été, ça ne descend pas au froid pendant l'hiver. Et donc c'est un chai là qu'on a fait, on a construit, on a creusé la colline en fait, on l'a enterré. Donc tu peux faire par gravité par en haut, tu peux arriver par en haut, ou tu peux arriver par en bas, ça dépend. On a plusieurs accès en fonction des types de vinification, des types de gamme et de vins qu'on veut faire. Il y a tout vraiment là, j'ai fait un truc très très simple, carré. Ouais. On est sur des cuves inox, on est sur des cuves béton, on est sur des foudres, des jarres. Donc bien sûr en fonction des élevages et des cuvées, on adapte tout ça, tout simplement. Bon, du coup, là, Donc ça c'est toute plus partie fermentation ou élevage court, et après là-bas, c'est vinification, Ouais, vinification, élevage, il y a ouais. tout en fait. Nous, notre protocole ou notre processus où je fais toujours le plus simple possible. Donc c'est-à-dire que tout est centralisé à un seul endroit. On n'a pas des gros volumes puisqu'on n'a que 15 hectares. Par contre, on fait des longs élevages. C'est-à-dire que là, tu vois, ce qu'on goûtera tout à l'heure, là, on commence à sortir les Cahors, donc milieu de gamme, par exemple 2021. Ok. Sur les hauts de gamme, on sort les 2020, ceux qui étaient élevés en foudre ou en jarre. Même les premiers vins, que ce soit les canons ou capotes, Ouais, on est sur 2 ans d'élevage pratiquement. d'accord. Une grosse partie, donc la première partie de la gamme, canon, capote, Cahors, on est en cuve béton. Donc entre 2 ans et peut-être des fois même 3 ans d'élevage en cuve béton. Sur les calices et K2, donc les autres hauts de gamme, on est sur des 2 ans en foudre, réassemblage en cuve béton. Et sur les jarres, là, un peu moins d'élevage, même si on le vend avec un certain âge, mais en fait l'élevage en jarre, c'est plutôt 1 an et demi. Ouais. Voilà. Et les blancs aussi d'ailleurs sont élevés en jarre ou en foudre. Et c'est pareil, là c'est plutôt 8 à 12 mois d'élevage. Dans le vignoble, moi j'ai 13-14 cuvées. On a des cépages principaux, le Malbec, le Merlot, le Chardonnay, le Sauvignon blanc, le Viognier. Mais maintenant, on a aussi quand même plein de cépages différents en petite quantité. Donc Eh oui. les Gamay, les Jurançons noirs, les Gibert, l'Artaban, le Villard noir, le Villard blanc, le Chambourcin, l'Othello, l'Isabelle, le Noah. Donc en fait, dans tout ce que j'ai fait en système de pergola, tour de vigne, Oui. etc., ou dans la forêt, là, les vignes dans la forêt, ce sont plein de cépages différents. Certains sont vinifiés ensemble, ça peut arriver, mais ça va vraiment dépendre. Moi, j'ai pas un style, j'ai pas une règle et un truc que j'applique. C'est-à-dire que chaque année, je change. Ouais. Chaque année, je dis quelque chose et l'année d'après, je dis autre chose. Ça reste toujours dans la même lignée, on va dire, dans le même style. Mais par contre, j'ai pas de processus. Je m'adapte vraiment à comment est le raisin sur l'année. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir plein de contenants différents. En tout et pour tout, bon, toi tu es partout, mais il y a combien de personnes pour t'aider dans la gestion du domaine au quotidien et toutes ces phases bien spécifiques dont on a parlé? Eh bien, il y a Pauline qui est plus au bureau, accueil,
Salon, Oui. Pauline. Après, tu as Max qui est plus à la vigne et tracteur. Ouais. Et tu as Flavie qui vient d'arriver et qui est sur la partie un peu plus étiquetage, chez. On est toujours en binôme, mais en fait, élevage, chez, vigne. Ouais. Et salon aussi. Ouais. J'aime bien, moi, enfin, notre équipe à nous, j'aime bien que tout le monde sache faire un peu tout et voit surtout tout pour comprendre la globalité de l'entreprise. Déjà, après, ça permet puisqu'en fait, celui qui sert, c'est soit Pauline, soit Flavie. Par exemple, s'il y a une dégustation, c'est bien d'avoir vu un petit peu tout et de pouvoir avoir été en contact avec la matière elle-même de départ. Ici, on est sur les premiers en fait, terroirs de l'AOC Cahors. Et on est sur des terroirs là, argilo-calcaires, chiméridgiens, on appelle ça, et sidérolithiques. Ok. Donc en fait, la terre, tu vois, par rapport à d'où on est arrivé, la terre était vraiment blanche. Ça, c'est le quercy blanc. Et ici, on est vraiment sur le sidérolitique, donc c'est-à-dire, en fait, la terre est rouge et il y a des pierres de fer. Ok. Voilà. C'est ça qui va donner un petit peu la caractéristique des vins du Clos, avec le côté chiméridgien qui va être sur le côté plutôt iodé, salin, crayeux, poudreux, donc ce qu'on appelle peut-être minéralité. Et le sidérolitique, lui, va donner plutôt quelque chose qui va un côté très aérien, plutôt tiré vers le haut, aérien, délicat, subtil, et avec un côté sanguin. Et avec le vieillissement, en plus on est nous principalement sur du Malbec, mais on va atteindre des notes plutôt de sous-bois, humus, champignons et truffes. Voilà. Magnifique ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Après le clos, comme il fait 15 hectares, donc tout ça c'est entouré de bois, c'est nos bois, c'est 15 hectares, mais tu as, tu as les longuettes, les rouges, les graises, il y a 3-4 noms différents. Voilà, en fonction aussi des... Ici on va être sur un sidérolitique, mais plus un peu moins sidérolitique, on va dire que le cœur du clos. Ça c'est les longuettes. Au milieu on est vraiment sur les rouges. Ouais. Là les rouges c'est parce que c'est très rouge avec des pierres de fer. Ici, ça c'est la Combe des Saint-Jean. La Combe des Saint-Jean, c'était il y a 1000 ans, il y avait le village de Villesec, il y avait un château, il y avait une source miraculeuse où il y avait un hôpital pour soigner les lépreux de Cahors. Et ça s'appelle les Saint-Jean. Et les dernières vignes de Malbec et de Floral Gamay, là, ça s'appelle les Sous-Saint-Jean. Ok. Et de l'autre côté, c'est les rouges en fait. Toute l'autre partie du vignoble, c'est les rouges. On essaie de créer en fait une sorte d'entité, d'organisme vivant. C'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure, depuis que je me suis installé en 2004, j'ai essayé de récupérer, d'échanger. Et donc maintenant, ça fait 40 hectares d'un seul tenant, au milieu d'une forêt. Et ce que j'essaie de faire maintenant depuis le début de l'agroforesterie et du, on va dire, remaniement indirect du vignoble, c'est de réintroduire des parties différentes dans le vignoble. Donc on considère le vignoble à part entière comme un être vivant. Et chaque partie de cet être vivant, donc chaque partie du clos, est une sorte d'organe. C'est, j'allais te dire, un organe. Voilà, qui va finalement, même s'ils sont à 200 mètres l'un de l'autre, tout communique, tout échange. C'est exactement pour ça qu'on a planté des arbres et que j'en mets de plus en plus, avec le système de haies, de pergolas, d'arbres dans les champs. C'est-à-dire que j'essaie de recréer une sorte de tissu où tout le monde se sent à peu près bien. Ouais, okay. Donc ici, on est sur les plateaux de l'appellation Cahors. Donc on appelle ça les cosses. Ouais. C'est plutôt sec et aride. Il n'y a pas beaucoup d'endroits trop humides. Mais justement, quand j'ai commencé à réattaquer cette partie-là, côté soleil levant, et pour, comme je disais, de changer mon vignoble de place un petit peu pour s'adapter, en nettoyant des boisans, j'ai vu, de toute façon, bon, on le voyait puisque c'était une prairie avant, mais tout était quand même enfoui. Et il y a toujours ces petits cours d'eau qui passent à droite, c'est la Barguelonnette. Ici, tu as tout le ruissellement de tout le coteau qui arrive là. Voilà, ça fait 3 ans donc ici qu'on l'a remis en place. Ce que tu vois là, c'est tout ce qu'on a arraché, les branches, les troncs, etc. Qu'on a laissé pendant 3-4 ans et qu'après on a rebroyé. Donc là, tu vois, ça faisait 3 mètres de haut. Et finalement là, j'ai 1 à 2 mètres de terre humus, humide et riche. Et riche, ouais. Donc le but du jeu ici, avec cette petite mare, toujours pareil, pour recréer un lien. Donc il y en a une mare ici. Le projet, c'est d'en faire une aussi là-haut sur l'endroit sec parce qu'il y a une veine d'eau qui passe dessous. Donc recréer un point d'eau, mais en hauteur. Ici, on a le point d'eau en bas.
Et toute cette partie-là, ça va être une sorte de micro-jardin avec, sur tout ce qu'on utilise et qui ne pousse pas réellement chez nous. Et qui ont une incidence à part entière dans la biodynamie. Voilà, et qu'on utilise, ce sont des plantes qu'on utilise en biodynamie, oui. Ben voilà, tu me donnes la pichenette. Voilà. C'est quoi ta vision de, voilà, De la biodynamie. de la biodynamie? Biodynamie, bon, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit, remarquez finalement. C'est déjà prendre le vignoble dans sa globalité, l'insérer dans une sorte de cosmos, mais aussi au niveau terrestre également, d'intégrer en fait finalement, de voir que la vigne est une plante en résonance, on va dire, ou en adéquation avec l'endroit où elle vit. De base, les principes de la biodynamie, juste, c'est bien sûr aucun produit chimique, aucun désherbant, etc. Mais c'est également quand même d'utiliser des préparations qui sont dynamisées. On est avec c'est Maria Thune et donc la 500 et la silice. On va dire que ça, c'est les 3 trucs obligatoires. Mais après, on va au-delà, c'est-à-dire que nous, après, on fait des préparations à base d'osier, à base de prêle, à base d'ortie. Et en fonction de la saison, du stade de la vigne, puis en fonction de la pression des maladies, on va utiliser des plantes, des infusions, comme nous, on utilise pour l'être humain. Oui. Après, la biodynamie va au-delà de ça aussi, ça va vers l'intention, ça va vers... tout ne fonctionne qu'à base de fréquence et d'énergie. Donc en fait, ce qu'on va essayer de lui apporter de par ses préparations ou de par même juste le fait d'y travailler, de lui envoyer en fait des choses. Moi, je l'assimile toujours comme avec un enfant ou comme avec un être humain. Si je te parle gentiment, que je te comprends, que je t'écoute et que je te mette en valeur, tu te sentiras bien. Mais justement, ce fait de réintroduire les arbres, les haies, des milieux humides, des milieux secs. Et le but du jeu ici aussi, c'est de réintroduire des animaux. Donc en fait, on va recréer un truc normal, en fait, du vie normal, entre guillemets sauvage, un petit peu maîtrisé, mais pour que juste la plante soit bien, comme un être humain. Manu, un tout grand merci. C'était une magnifique visite. Je suis ravie en fait que les gens puissent appréhender ton domaine, ta philosophie de travail et de vie. C'est toujours un plaisir de te revoir pour avoir passé quelques années ici sur Cahors. C'est un plaisir de te revoir. Oui. Ça faisait un petit moment. Ouais. Un petit moment, ça fait plus d'un an maintenant. Ouais. Ah ouais, déjà. Ouais. Je t'en ai parlé avant d'arriver. Il y a une tradition dans les Cadors, c'est que tu me remettes un bout de tissu. Ouais. En gros, soit qui te définisse, voilà, ou qui a une importance pour toi particulière, ou qui fait partie de la vie du chai. Ouais. Je vois qu'il y a un petit bout de tissu là. Ben ouais, tu m'avais dit ça, donc en fait, je t'ai porté un vieux t-shirt à moi. C'est pas un slip sale, c'est parfait. Non, c'est un t-shirt que j'avais acheté dans mes voyages avant de m'installer ici. C'était aux États-Unis d'Amérique. Ah, oui. Et je m'en sers actuellement pour fermer le dessus de mes barriques de vinaigre. Donc ça sent bon. Eh bien, ça sent le bois et le vinaigre en fait. Oh, génial. Super. Donc ça... Merci beaucoup. Oh, ça va être chouette. C'est très beau. Un petit côté acétate. Mais tout à fait. Et qui peut être très bon. Et qui peut être très bon d'ailleurs. Donc tu fais du vinaigre alors? J'en ai 4 barriques. Après, pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Ok. Mais j'en ai fait 4 barriques. Bon, bah, j'aimerais le goûter plus tard alors. Ah oui, là ça envoie du lourd. Ça envoie de l'acétate. Il va lui falloir un petit peu de temps pour être équilibré, comme on dit. Ouais. Je suis un journaliste et un producteur, comme beaucoup, qui a cette façon très naturelle de mettre à l'aise les gens et de leur tirer les vers du nez, comme j'aime à dire. Ouais. Et il clôt toujours ses interviews avec cette phrase, c'est Frédéric Lopez dont je parle. Je ne veux pas faire de plagiat par rapport à sa question, mais en gros, il précise que dans notre vie, chacun d'entre nous, on vit une somme d'expériences qui nous définissent et qui font qu'on devient la personne que l'on est. Est-ce que tu pourrais me dire ce que la vie t'a appris, toi? Qu'est-ce que la vie m'a appris? C'est justement, je pense, la réponse est dans la question. C'est que la vie, toute la vie, et le but principal, je pense, de la vie, c'est apprendre. Et surtout, apprendre ce monde qui nous entoure, apprendre à le connaître, apprendre à le respecter. Et plus tu iras dans cette démarche-là, je pense, et plus tu seras toi-même, je pense, en adéquation, équilibré avec ça. Et puis c'est infini, c'est sans fin, c'est motivant. Donc je dirais ça. C'est apprendre. Très beau. Jamais s'arrêter. On trinque alors? Allez. À nous. Et bienvenue au Cadors de Monzinc. Je te souhaite le meilleur en tous les cas. Et puis tous ces projets à venir,
Si ça peut vous donner envie de venir le rencontrer, allez-y, venez, c'est sublime ce qu'il fait. À bientôt, ciao! Au revoir. Merci infiniment d'avoir suivi cette nouvelle aventure viticole au sein du pays cadurcien. On est dans l'appellation Cahors. On a rencontré Emmanuel Rybinski au sein du Clos Trott-Ligotte. On a passé un excellent moment. En tous les cas, nous, on a vécu un excellent moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à activer le pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez suivre nos aventures et redécouvrir ou découvrir d'autres Cahors, activez la cloche. Dans la barre de description et peut-être juste là, vous aurez le lien pour le site internet et allez directement commander les cuvées sélectionnées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à très vite. Ciao!